Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le vendredi 27 mai, voici les titres. 11 minutes, c'est le temps qu'il faudra pour rejoindre le terminal 2 de l'aéroport de Roissy depuis la gare du Bourget à partir de 2024, contre 45 minutes aujourd'hui. Un gain de temps permis par la ligne 17 nord du super métro automatique. Alors que le dossier est actuellement soumis à enquête publique, les élus du Val d'Oise demandent des garanties sur la capacité des rames et sur le calendrier. On y revient dans un instant. Du handball et du tennis de table, deux grands événements sportifs à ne pas louper ce week-end. Samedi, ce sont les handballeurs de Saint-Gratien-Sanois qui tenteront de conserver leur première place du championnat de France en National 1 et ainsi maximiser leurs chances de monter en Pro D2. Et puis dimanche, ce sera au tour des pongistes de l'AS Pontoise d'affronter le club suédois Eslöv pour tenter de remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire. La ligne 17 du nord du Grand Paris Express est soumise à enquête publique jusqu'à la fin du mois. Ce tronçon, je vous le rappelle, doit relier le Bourget à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'horizon 2024 et aller jusqu'au Mesnil-Amelot d'ici 2030. Les élus du département favorables au projet redoutent des rames trop petites. Ils veulent aussi un raccordement à la ligne H pour permettre aux habitants de la vallée de Montmorency de se rendre plus rapidement à Roissy et la Défense. Les explications de Florian Philippe et Olivier Zanetta. En 2024, rejoindre le terminal 2 de l'aéroport de Roissy, depuis la gare du Bourget, prendra 11 minutes contre 45 minutes aujourd'hui. Un gain de temps permis par la ligne 17 nord du futur supermétro automatique. Mais ce bénéfice pourrait être contrarié par un sous-dimensionnement des rames. C'est l'inquiétude des élus du conseil départemental du Val d'Oise. Au départ, la ligne 17 était prévue avec des rames de 108 mètres qui ont été ramenées à 54 mètres, c'est-à-dire 3 voitures. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on souhaite que les aménagements qui seront réalisés, les différentes gares, soient compatibles avec des rames de 108 mètres qui pourraient être utilisées dans le futur. Car on pense que la capacité actuelle avec des rames de 54 mètres sera insuffisante à terme. Donc il ne faut pas, lorsqu'il y a besoin se fera sentir, de ne pas pouvoir étendre les quais et les infrastructures pour recevoir des rames de 108 mètres. Passer d'une rame de 108 à 54 mètres, c'est passer de 6 voitures voyageurs à 3 voitures. Le risque de sous-dimensionnement, c'est l'une des remarques émises par le département dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express. Les élus souhaitent aussi un raccordement de la ligne H à la gare Pleyel du Grand Paris Express. À la clé, un gain de temps pour les Valdoisiens qui se rendent sur la Défense ou l'aéroport de Roissy. Aujourd'hui, c'est 300 000 personnes qui potentiellement pourraient bénéficier d'une connexion intéressante, qui, rappelons-le, pour aller vers la Défense, ce serait 10 minutes de moins chaque jour par trajet, donc 20 minutes sur la journée, et pour aller vers Roissy ou vers le Bourget, là aussi c'est un gain de près de 10 minutes matin et soir pour aller vers ces pôles d'activité. Donc c'est essentiel. Droite et gauche sont sur les mêmes rails sur ce dossier. Ils demandent l'extension de la ligne 17 Nord jusqu'au Mesnil-Amelot dès 2024 et pas 2030. Une ligne qui doit désenclaver l'est du Val d'Oise et permettre un accès plus facile aux emplois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un consensus pour les élus valdoisiens, entre les élus valdoisiens, sur la nécessité de réaliser la ligne 17 Nord dans les délais prévus pour que le Val d'Oise bénéficie du Grand Paris Express. Il faut rappeler que la ligne 17 Nord du Grand Paris Express, c'est la seule incursion, on va dire, du Grand Paris Express dans le Val d'Oise. Donc c'est vraiment tout à fait stratégique pour nous. Obtenir ces avancées représente pour les élus un juste retour de la participation des habitants du Val d'Oise au financement du Grand Paris Express. Ils s'acquittent tous les ans sur leurs impôts d'une taxe spéciale d'équipement. 5 € sur leur taxe foncière et 13 € sur leur taxe d'habitation. Et puis, sachez que la situation s'améliore à la pompe dans le Val d'Oise. Une trentaine de stations-service seraient encore en difficulté sur 130 au total, selon la préfecture. Elles devraient être ravitaillées au cours du week-end. L'arrêté préfectoral interdisant de remplir des jerrycans et des bidons de carburant devrait en revanche rester en vigueur jusqu'en milieu de semaine prochaine.
En bref, toujours, le député socialiste Philippe Doucet signe un ouvrage intitulé « Réveiller Argenteuil, la belle endormie, chronique d'un mandat de combat ». L'ancien maire d'Argenteuil revient notamment sur sa victoire en 2008, mais tire également les leçons de sa défaite en 2014. Un livre qui sonne comme le lancement de sa stratégie de reconquête des électeurs d'Argenteuil à 1 an des prochaines législatives pour conserver d'abord son mandat de député. À Hermont, ce week-end sera placé sous le signe du développement durable. Ce samedi après-midi se tiendront différentes activités de sensibilisation ludique à l'écologie. Le thème de cette année, changement climatique, art et innovation. Au programme, exposition, smoothie, disco, salade. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maire Hugues Portelli. Il est au micro de Julien Bortuzzo. La fête du développement durable, c'est le moment où on fait chaque année un peu le point, un temps fort, important pour vous démontrer où nous en sommes. Et c'est d'autant plus important cette année que nous avons franchi une première étape. Ça fait 5 ans que nous sommes donc en agenda 21. Nous partons pour une nouvelle tranche de 5 ans. Et donc c'est le moment où on fait le point et où on se fixe de nouveaux objectifs. On ouvre une page sport à présent avec du handball pour commencer. Le club de Saint-Gratien-Sannois s'apprête à jouer samedi un match décisif. L'enjeu pour le club fondé en 1968, passer pro en atterrant la Pro D2 l'année prochaine. Mais pour avoir toutes ses chances, les Diables Rouges doivent gagner contre le club de Vernouillet en dernière journée du championnat de France. Julien Bortuzzo et Florian Philippe ont assisté à l'un des derniers entraînements. Les handballeurs de Saint-Gratien-Sannois aux portes du monde professionnel, actuellement en premier de leur poule en National 1, les Diables Rouges sont en passe de monter en Pro D2, seconde division du championnat de France. Une position de leader pour cette équipe que personne n'attendait à ce niveau, même pas son entraîneur, arrivé en début de saison. J'ai jamais entraîné un groupe comme celui-ci. Il n'y a pas forcément de grandes compétences handballistiques, c'est pas les meilleurs joueurs du championnat, mais ils sont très autonomes, premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont très motivés. Et ils bossent super bien l'entraînement. Et comme je ne connaissais pas ce groupe, à chaque fois j'ai poussé le curseur pour les pousser à bout. Et même sur les matchs difficiles qu'on n'imaginait pas forcément des matchs coup près, on les a joués avec beaucoup d'audace et on s'est testé à chaque fois. Et puis du coup ça nous a mis premier, mais presque malgré nous, on a juste cherché à nous tester, quoi. La formule du coach a porté ses fruits et sur les 21 matchs de championnat disputés, les Diables Rouges comptent 17 victoires. On met beaucoup d'intention en défense, on piège beaucoup les adversaires. Mais surtout là où on est les meilleurs, c'est pas forcément en défense, c'est sur l'enchaînement défense montée de balle, on met beaucoup de rythme. On est une équipe très très offensive, je crois qu'on est l'équipe la plus offensive du championnat, pour pas dire la plus offensive de la National 1. Donc on va chercher à mettre en place un style de jeu très engagé vers l'avant, très audacieux, avec beaucoup de continuité. Et pas se prendre la tête, chercher à piéger en permanence l'adversaire. Les qualités du club ont été remarquées. En février dernier, le Saint-Gratien-Sannois Handball est devenu premier partenaire de la section handball du Grand Paris Saint-Germain. Le PSG Hand trouve qu'on a une formation qui est vraiment optimum à Saint-Gratien et sans doute la meilleure de la région parisienne pour eux. D'où le fait qu'on se soit rapproché et qu'on ait passé cet accord. Nous, on repère pour eux, on travaille, on fait un travail de préformation, entre guillemets, quand on a la capacité. Et qu'on voit que le gamin est vraiment viable et qu'il a une envie d'aller dans le hand et qu'il y a un vrai potentiel, un vrai gros potentiel. On commence à travailler avec eux, à faire du travail en commun pour qu'ils puissent intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain derrière. Pour conclure cette saison exceptionnelle, les Valdoisiens devront poursuivre sur leur lancée, terminer premier de leur poule et passer les barrages serait synonyme de montée. Si les joueurs adverses ne vont pas leur faciliter la tâche, les Diables Rouges pourraient buter sur un autre obstacle. Sportivement, aujourd'hui, on s'est monté. Financièrement, c'est très compliqué parce que ça demande des budgets énormes. Pour faire très simple, le budget qu'on nous demande minimum est 830 000 €. Si on atteint les 830 000 €, qu'on rentre en Pro D2, on fera le yo-yo. On est sur un budget qui fait qu'on a de fortes chances qu'à la fin de la saison prochaine, on redescende en N1. Avec un budget d'1 million €, ça nous permettrait de structurer vraiment comme il faut le club, d'avoir une vraie assise, un vrai groupe et surtout des vraies structures en dessous qui nous permettraient effectivement de pouvoir maintenir et d'avoir un vrai travail à long terme sur la Pro D2. Le club est donc activement en recherche de partenaires pour toucher un rêve à portée de main. Mais avant, il faudra se concentrer sur l'aspect sportif et battre le club de Vernouillet en dernière journée du championnat.
Et l'autre événement sportif du week-end, c'est bien sûr la finale retour de la Ligue des champions de tennis de table. Battu 3-1 par Esloff lors de la finale aller, les pongistes de Cergy-Pontoise retrouveront le club suédois dimanche pour la rencontre retour. À domicile, les Valdoisiens devront renverser une situation compliquée pour s'adjuger un second sacre européen de leur histoire. Match qui se déroulera au Hall Omnisport de Pontoise et qui sera retransmis en direct sur Télif à partir de 17h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. La ligne 17 du nord du Grand Paris Express est soumise à enquête publique jusqu'à la fin du mois. Ce tronçon doit relier, je vous le rappelle, le Bourget à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'horizon 2024 et aller jusqu'au Mesnil-Amelot d'ici 2030. Les élus du Val d'Oise demandent des garanties sur la capacité des rames et veulent accélérer le calendrier. Ils veulent aussi un raccordement à la ligne H pour permettre aux habitants de la vallée de Montmorency de se rendre plus rapidement à Roissy et la Défense. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur vnews.fr. À suivre tout de suite la partie magazine du journal. Excellent week-end à tous. Elle coud, Cécile, et plutôt bien. Des capes, des chemises, des robes. Elle a créé sa propre collection, les Loups Bleus. Des vêtements qui s'adressent à des enfants extraordinaires, comme les appelle Cécile. Des enfants handicapés moteurs, à mobilité réduite. Spécialement étudiés, ces vêtements sont faits pour faciliter l'habillage et l'autonomie de ces enfants. Si l'enfant porte un corset ou un harnais, les ouvertures qui sont ici vont permettre de passer ce harnais sans mobiliser l'enfant, sans qu'il soit complètement enfermé dans son vêtement. L'encolure va être beaucoup plus large pour ne pas avoir à mobiliser la tête, donc on va le passer avec beaucoup plus de facilité. L'ouverture est aimantée, voilà, donc avec 2 doigts, on ferme très facilement le vêtement. Et sur le devant, l'ouverture est beaucoup plus large, donc le parent peut aller chercher le bras de l'enfant qui est coincé, prendre le bras, le tirer et ensuite on le referme. L'enfant peut aussi peut-être participer. Dans ce cas, il a la possibilité de le faire. L'histoire des Loups Bleus commence avec Camille, l'un des 4 enfants de Cécile. Née prématurée, Camille est handicapée moteur. Pour l'habiller, Cécile va chercher des vêtements adaptés, mais elle ne va rien trouver. Il y en a pour les adultes, mais rien pour les enfants. Puisqu'ils n'existent pas, Cécile va les créer pour sa fille. Celle qui ne savait pas coudre un bouton va apprendre pendant 3 ans à faire des vêtements, de la conception à la réalisation. C'est le début de l'aventure des Loups Bleus. Je choisis mes tissus, je dessine un modèle en fonction de ces enfants que moi je vois comme étant comme tous les autres enfants. Mais c'est quand même des enfants extraordinaires parce qu'ils ont une énergie qui est incroyable. Et la couleur va refléter cette énergie. Voilà, on ne va pas les mettre dans des vêtements tout tristounets alors qu'ils ont une énergie et une force incroyable. Il faut vraiment le respecter, ça. C'est important. Moi, quand j'ai fait ça pour Camille, elle avait tout le temps les pieds froids et je ne peux pas lui mettre des bottes en 3 tailles au-dessus. Donc j'ai cherché et puis voilà, quoi. Donc une botte toute simple, je lui mets. Elle va se balader, elle revient, elle a les pieds chauds. Mais c'était la première fois. C'était la première fois. J'ai envie et je fais à chaque fois, chaque vêtement, avec l'idée qu'il sera porté par un enfant et que ça va lui apporter du bonheur. Aujourd'hui, certains des vêtements de Cécile sont pris en charge par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. En fonction des cas, la MDPH rembourse une partie ou la totalité du vêtement, comme pour cette chemise aimantée. L'enfant qui a une motricité réduite ou très restreinte va pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, de s'habiller. Voilà. Là, on a un vêtement qui va faciliter la vie de l'enfant, qui va renforcer son image positive et qui va aider les parents, qui va aider les soignants en évitant un tas de manipulations qui sont contraignantes et pour l'enfant et pour le soignant. Donc c'est très important.
Cécile vend ses vêtements sur son site internet, mais cherche maintenant des diffuseurs et des partenaires financiers pour se développer. Malgré la difficulté de l'entreprise, Cécile Poulleur ne baissera pas les bras pour sa fille et tous les autres enfants.